On est heureux de vous retrouver. Bonjour à tous. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Bénibus. Vous êtes rayonnante aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Que vous arrive-t-il? Vous voulez des bonbons, c'est ça? Non, j'ai déjà tout mangé. D'accord, vous avez tout mangé. Totalement désintéressé, j'en suis ravi. Ah, mais toujours avec moi. Ah ben très bien. Alors, vous n'auriez pas un biscuit? Non. Je le savais. Quelle ambiance. C'est le ventre qui parle toujours. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Bonsoir Farid. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir mon cher Philippe. Vous avez quitté la cravate et... Non, le micro n'est pas ouvert. Voilà, c'est bon. Il est ouvert. Oui. Ça y est, il est ouvert. Comme je n'allais nulle part qu'à Sud Radio, je me suis permis de venir décontracter. Vous avez bien fait. Malgré la qualité de mes contradicteurs. Vous êtes à la maison ici. J'adore qu'elle me regarde en plus. Bruno Pommar est avec nous, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Et vous, au 0826 300 300. Et j'en profite, au nom de Sud Radio, de vous offrir un cadeau. Parce que ça, on aime bien les cadeaux. Bah oui. Quelle générosité. Bah oui, on est comme ça, nous. Ouais. On est proche de la Saint-Valentin, tout ça. Vous voyez de quoi je veux parler, messieurs, autour de cette table. Puisque c'est le moment pour vous de jouer, Sud Radio vous offre un bon d'achat de 200 €, ce qui est un bon d'achat important, pour le site Le Vent à la Française, qui sont des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France. Vous allez pouvoir vous inspirer de ces bracelets qui eux-mêmes sont inspirés de la rose des vents. Et la rose des vents, c'est très très beau. Voilà, le Vent à la Française. Pour le remporter, c'est facile, vous envoyez un SMS, vous écrivez Sud, SUD, vous l'envoyez au 7 20 18 et on sera très heureux de vous l'offrir, bien entendu. Ensuite, vous l'offrirez à qui vous voulez. Au sommaire de cette émission, chers amis, avec Philippe David, on va revenir sur les affaires qui se succèdent. Vous l'avez vu dans l'actualité, le homejacking, les attaques au couteau, les cambriolages, les refus d'obtempérer qui installent un climat de tension. En 2025, près de 8 Français sur 10 disent assister à un ensauvagement de la société. La sécurité s'impose comme une priorité absolue. Et on vous pose cette question: insécurité, les Français sont-ils à bout? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi je dis oui, ils sont à bout et ils ont été très patients. Est-ce qu'ils sont à bout, Philippe Bilger? Ils sont à bout, absolument, mais je distinguerai évidemment ceux qui vivent dans les conditions les plus difficiles des autres, qui ont la chance, par exemple, de vivre dans des zones plus privilégiées. Farid Temsamani. Complètement. Avec vous Oui, ça dépend des zones dans lesquelles on se trouve, mais il y a en même temps une responsabilité énorme des médias on en parlera. Qui entretiennent tout ça. Très bien, on en parlera dans quelques instants. Et cette question d'histoire, face à une administration jugée rigide, le ministre du Travail estime que la rémunération au mérite des fonctionnaires mérite elle-même d'être étudiée. C'est la reconnaissance du travail de 5,7 millions d'agents publics qui est en jeu. Et on vous pose cette question: estimez-vous que les fonctionnaires doivent être rémunérés au mérite? Vous dites oui à 68%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi je vous le dis, oui, mais c'est infaisable malheureusement. Philippe Bilger? Oui, malgré évidemment les rivalités, les jalousies que ça créerait. Bruno Pommar? Bon, il ne nous écoutait pas. Excusez-moi, je suis en train de préparer ce que j'allais dire tout à l'heure. Voilà. Oui, pour l'augmentation sans au mérite, évidemment, au mérite, à voir. Sur les fonctionnaires? Oui. Ah non, mais arrêtez, ça revient tous les 2-3 ans ces conneries-là. Ça suffit, on a plus de 5 millions de... Non mais franchement, il y a plus de 5 millions de fonctionnaires dans ce pays. Il n'y a rien qui fonctionne et on veut encore les augmenter. Arrêtons de déconner, quoi. Allez, quel langage. à 17h50 les amis. Ce sera le bon Flavio qui est avec nous, notre chasseur d'arnaque avec un coffre-fort qui est ouvert à la disqueuse, mais qui est quand même mis en vente. C'est quand même bizarre. On écoute. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour le coffre-fort à vendre. Toujours disponible? Oui, toujours disponible. Oui. Je voulais savoir, il a été ouvert à l'aide d'une disqueuse, c'est ça? C'est ça, on avait perdu la clé. Vous voulez faire quoi, vous, du coffre-fort? J'aimerais l'utiliser comme un coffre-fort normal, quoi. Voilà, c'est très simple. Alors, vous pouvez l'utiliser, j'ai retrouvé la clé, donc vous pouvez la fermer avec la clé, il n'y a pas de souci. Ça, on ne comprend plus. Alors, je tiens à signaler ceux qui me posent la question, est-ce que ce sont de vraies annonces? Et ce ne sont pas des canulars, c'est une vraie annonce avec une vraie proposition d'achat. Et en tout cas, à retrouver sur Sud Radio régulièrement et bien entendu sur Instagram, sur le bon Flavio. Et tout de suite, les amis, le grand débat du jour. La France a peur. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Il y a de la violence dans la société. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les hommes de non-droit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit. Appelez la police! Appelez la police!
Les choses se sont durcies ces dernières années. Et des mesures d'urgence s'imposent. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Et c'est le grand débat du jour en 2025. Donc près de 8 Français sur 10 assistés à un ensauvagement de la société. Avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. C'est Daniel qui est avec nous de Arzon. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir à chacun d'entre vous et aux auditeurs. Eh bien, en tout cas, on est ravis de vous accueillir, Daniel. À cette question, est-ce que vous sentez en matière de sécurité à bout ? Écoutez, non. En fait, moi, j'habite une petite commune en Bretagne. Il est vrai que, je parcours quand même toute la Bretagne. Je me rends compte que beaucoup de parents ont des difficultés avec certains de leurs enfants et que dans ma famille, j'ai des enseignants qui me disent que, ils sont confrontés à des comportements d'élèves plus difficiles à gérer. Donc, je pense que l'intensité des faits est réelle, que l'environnement a changé, donc le relationnel des personnes change, et notamment les adolescents, les jeunes majeurs, et qu'effectivement ça met aussi en lumière, si vous voulez, des carences au niveau de l'accompagnement et je dirais aussi des relais, vous voyez, sur le plan social. Philippe ? Alors, moi je crois qu'aujourd'hui les Français sont tabous sur l'insécurité des mineurs, mais pas seulement des mineurs, ce qui est quand même la vraie question. On n'a qu'à voir les deux faits divers dramatiques qui sont passé à Genasse. Il y avait le maire qui était d'ailleurs ce matin dans le Grand Matin sur Sud Radio, où un septuagénaire a tué son cambrioleur, ou alors dans un magasin Jiffy dans un beau quartier de Paris, parce que Paris 16e, c'est pas franchement un quartier défavorisé, qui a poursuivi et planté au couteau celui qui avait braqué à la bombe lacrymo son magasin. Et quand on lit sur les réseaux sociaux, les gens soutiennent ceux qui se font justice eux-mêmes. Donc je crois qu'on a vraiment atteint un niveau de ras-le-bol qui dépasse, je pense, tout ce qu'on n'avait jamais imaginé. Il me paraît évident que les gens sont tabous. La France n'est pas ensauvagée. Elle est en voie d'ensauvagement en permanence. Au quotidien, et contrairement à ce que j'ai cru comprendre de la part de Bruno Pomar, ce ne sont pas les médias qui créent l'insécurité. En réalité, il faut faire une distinction. Même si les campagnes aujourd'hui sont touchées comme les grandes villes, il est évident que des gens comme nous, pardon d'utiliser ce terme global, ne ressentent pas l'insécurité de la même manière que les plus fragiles qui vivent dans les quartiers parfois les plus difficiles. Je suis très heureux d'entendre Philippe dénoncer effectivement cette insécurité. Quelles sont les premières victimes de l'insécurité et du sentiment d'insécurité? Parce qu'il faut bien distinguer les choses, parce que les deux sont des réalités. Ce sont les gens les plus pauvres, ce sont les gens les plus précaires, ce sont notamment les gens qui vivent, et notamment, on le dit pas souvent, assez dans les quartiers populaires. Ce sont eux qui subissent l'insécurité. Et bien sûr que malheureusement, c'est crescendo dans notre pays. Ça ne date pas d'hier. Moi, j'entends ce discours-là depuis Chirac, quasiment. Depuis finalement cette époque-là. Et malheureusement, et c'est là que ça devient violent, c'est qu'en fait, c'est de plus en plus violent. On parlait tout à l'heure des mineurs. Ce sont des faits qui mettent en cause des filles et des garçons de plus en plus jeunes. Et c'est là que ça veut dire quelque chose de notre société. Et ce qui est malheureux, c'est que jusqu'à présent, les politiques, l'État dans son ensemble, n'ont pas assez traité, à mon avis, le sujet, parce que c'est de plus en plus violent. Philippe, David exposait notamment la notion de justice, parce qu'on va en parler. Absolument. Il y a quelque chose de réel dans notre pays. Et on aura la réponse de Bruno Pomar dans un instant, parce que visiblement, il est un peu contre vous tous. On en parle dans un instant. Et 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend au standard. On est ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. C'est Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On est déjà à la moitié de la semaine. Qu'est-ce que ça passe vite le temps avec vous? C'est quand même assez dingue. T'as des talents comme ça. C'est Philippe David, bien entendu, autour de nous. Je vous écoute pas, Bruno Pomar, vous savez, comme ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Philippe Bilger est avec nous, Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Et vous, parce que ça sonne beaucoup au 0826 300 300, Daniel est avec nous, Myriam, ne bougez pas, on prend dans un instant. Bruno Pomar, vous dites que finalement on fait beaucoup de cinéma.
Oui, il y a des problèmes d'insécurité dans certains secteurs de la vie. Farid l'a très bien dit, effectivement, dans les quartiers prioritaires, et en particulier les QRR, où il y a le plus de pauvreté, il y a le plus de misère. Évidemment, ça génère de la violence, ça génère tout un tas de trafic et tout ce qu'on peut imaginer, oui. Mais encore une fois, la France, c'est pas la France Orange Mécanique. Donc, Philippe Bilger, je pense qu'il aurait été beaucoup plus dur, mais il a été mesuré dans ses propos, en disant que la France totale n'est pas ensauvagée. Donc, il faut arrêter de faire peur aux gens aussi. C'est une chose. Et les médias, nous avons une responsabilité, parce que je me permets de me mettre dans les médias, parce que je suis souvent dans les médias. Il faut rassurer aussi les gens, parce que la police fait son job, comme elle peut, parfois difficilement, mais elle le fait. Donc, il faut cesser, et mes 3 amis sur le plateau ont l'impression de dire que c'est la guerre dans ce pays. Non, c'est pas la guerre. Je pense qu'il y a du travail à faire en matière de sécurité, ça c'est sûr, mais ne pensons pas non plus que la France est à feu et à sang. Enfin, c'est mon avis. Allez. Bien sûr que la France, c'est pas comparable avec d'autres zones de la planète qui, elles, vivent l'insécurité différemment. Mais lorsqu'on a un niveau, désolé d'amener ça à la pression fiscale, mais lorsqu'on paye autant d'impôts dans notre pays, on doit être en sécurité à tout moment. Or, vous avez des zones dans notre pays, et on va pas le citer, ne serait-ce qu'à Paris, par exemple le nord de Paris, vous avez des zones où en fait vous ne pouvez pas à une certaine heure, des zones de non-droit. Ne peut pas rentrer chez elle. Ça, c'est une réalité. Et lorsque vous dites attention, on risque de se faire agresser ou quoi que ce soit, il n'y a pas la réponse qui va derrière. Bien sûr que les fonctionnaires de police et de gendarmerie dans les zones rurales essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais la réponse qui est apportée aujourd'hui dans notre pays, malheureusement, n'est pas appropriée au degré d'insécurité et encore une fois de sentiment d'insécurité, parce que très souvent on veut opposer sécurité et sentiment d'insécurité. Moi je pense qu'il n'y a pas de raison que dans notre pays les gens puissent avoir cette insécurité, et je m'arrêterai là-dessus. Proportionnellement, vous avez des pays qui sont frontaliers de la France, pour pas le citer, la Suisse, où le sentiment d'insécurité est beaucoup plus faible. Et ça n'est pas normal. Oui, mais Farid, attendez, vous parlez juste de la Suisse. C'est quand même un endroit qui est plutôt privilégié. Par exemple, l'Allemagne, il y a des problèmes ici. En Espagne, il y a des problèmes de sécurité. Toute proportion gardée, c'est-à-dire par rapport au niveau de pauvreté, au niveau de population, vous avez une insécurité qui existe aussi en Suisse, mais elle est beaucoup moindre par rapport à la France en proportion. Vous le disiez hors antenne, combien de gens dans les prisons ? 82 000 gens incarcérés, quasiment 40% en préventive. Sans compter tous ceux qui sont dehors et qui font des conneries. Donc la justice fait son job. Moi je veux bien qu'on dise les juges c'est des bons à rien, ils font rien. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire que la justice ne fait pas son travail. Je vous dis qu'il y a quand même une nature à sortir des rangs, déjà 82 000 personnes en prison, sans compter tous ceux qui sont à l'extérieur, sachant qu'il y a combien de policiers aujourd'hui en France ? 153 000, voilà, 100 000 gendarmes et 27 000 policiers municipaux. Voilà, donc on sent qu'il y a de plus en plus de gens que l'on arrête, qu'on pourrait mettre en prison, qu'on ne peut pas mettre en prison parce qu'il n'y a pas la place, mais vous voyez bien que ça augmente quand même. Oui, mais j'ai pas dit au contraire. Vous pouvez mais choisissez les secteurs. Moi, dans mon petit bled, dans mon village où je suis maire, et les environs, pas de problème de sécurité. De temps en temps, des équipes de Roumains qui viennent piquer des trucs dans les fermes, mais enfin, je veux dire, voilà, il y a plein d'endroits où on vit. Oui, mais justement, Bruno, le gros problème aujourd'hui, c'est que les campagnes sont touchées. Oui, je ne parle pas de Delflou, sérieusement. Non, mais je peux comprendre elles ont un maire efficace. Oui, non, mais sérieusement, c'est normal que dans votre village, il n'y ait pas d'insécurité. Mais malheureusement, maintenant, il y en a partout. Oui, bien sûr. Et là où je ne rejoins pas notre ami Farid, c'est que je ferai tout de même une distinction très nette entre l'insécurité réelle et le sentiment d'insécurité, parce que ça a été longtemps l'excuse d'un garde des Sceaux prétendant qu'on n'avait qu'un sentiment pour ne pas lutter contre l'insécurité réelle. Allez, 0826 300 300, Myriam est avec nous d'Aubagne. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Oui, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. On vous écoute Myriam. Alors, je voulais juste revenir sur la personne qui a plus de 70 ans et qui a été victime d'un cambriolage et qui a répondu par elle-même en autodéfense. Qui a touché mortellement le cambrioleur qui était rentré chez lui. C'est ça. Je le soutiens à 300%. Et je pense que c'est un peu la faute de nos institutions si cela arrive. Parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se fait arrêter en flagrant délit de cambriolage, il sort avec un bracelet dans le meilleur des cas, même s'il a blessé
la victime chez elle, hein, les homejacking, on en entend parler. On a une personne très célèbre qui n'est plus aujourd'hui, hein, qui a été victime de homejacking terrifiant. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a plusieurs, mais il y a un acteur très connu qui a été victime il n'y a pas si longtemps que ça, avec sa femme. Et dans quel état il est fini, lui? Et la personne qui l'a agressé, qu'est-ce qu'elle a eu? Rien. On ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas si elle a été jugée. Donc je comprends qu'à un moment donné, les gens en ont marre et qu'à un moment donné, les gens essayent de réagir. Là où je m'énerve énormément, c'est que ce monsieur qui a donc plus de 70 ans, qui s'est défendu à son domicile par une personne qui n'avait rien à faire chez lui, c'est encore lui qui va être embêté. Mais peut-être pas cette fois-ci. Alors hier soir, légitime défense. Hier soir, dans les vraies voix font parler la France, on a parlé de homejacking et des cambriolages. Une femme nous a appelé du Gard, qui nous disait qu'elle avait été cambriolée, qu'on avait arrêté ces cambrioleurs, mais que comme ils étaient tous mineurs, on les a remis en liberté directement, ils n'ont pas eu la moindre sanction. Comment voulez-vous que les gens n'aient pas un sentiment d'injustice profonde? On s'introduit chez vous, on vous vole et il y a 0 sanction. Comment expliquer ça? C'est vrai que c'est un nouveau fait, là, le homejacking. En 2025, c'est 515 homejacking. C'est quand même assez énorme. Ah bah, ça fait. Vous pouvez assimiler, parce que les cambriolages, ça a toujours existé. C'est pas nouveau. Oui, bien sûr. Alors, les homejacking sont plutôt violents, ultra violents. On l'a connu avec Bruno Guillaume. Ah bah, on a eu un témoignage hier soir terrifiant. Mais moi, j'ai connu une personne qui a eu 2 homejacking. Jane Manson et je sais plus qui, avec Richard Berry. Je me rappelle quand j'étais au Raid, on les avait protégés parce qu'il s'était fait saucissonner. Je vous parle de Christophe Beaugrand aussi avec son mari. Il y a eu Guillaume Play, il y en a plein. Bernard Tapie. Bruno Guillon. C'est vrai que toutes ces méthodes-là, méthodes de façon de parler, ont augmenté effectivement ces derniers temps. C'est comme les enlèvements des gens de la crypto-monnaie, c'est pareil. Absolument. En tout cas, merci Myriam, merci Daniel pour votre témoignage. Vous restez avec nous dans un instant, le seul contre tous. Farid Temsamani, vous allez dire que l'IA fabrique des générations d'idiots. Et Philippe David, vous dites que vous voulez ramener les régions comme avant Hollande et supprimer les départements. Absolument. Voilà, très bien. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Elle est contente, Madame de Ménibus. Elle a ses petits chouchous autour d'elle, avec du Philippe Bilger, avec du Farid Temsamani, avec du Bruno Pomar, du Philippe David, bien entendu. Il y en a qui sont plus chouchous que d'autres. Je dis ça, je dis rien. Vous me faites une crise de jalousie, vous? Non, c'est pour le qui c'est qui l'a dit. Je pense que certains se sentent un peu. On dira. Moi, j'avais jamais rencontré Farid. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment il fait pour avoir autant de cheveux. C'est un peu de jalousie de ma part. Il les vole aux autres, il les recolle. On est dans l'insécurité. Il y a une insécurité capillaire. Oui. Non, en plus, il a des cheveux et de la barbe. C'est énervant. C'est très énervant. La barbe, c'est je pas note toujours. Que vous abordez les questions essentielles. Mais je trouve que c'est important de Une rire. question qui parle aux Français. C'est exactement ça. Je suis chauve, il est Bruno chevelu. Pomar, c'est un enquêteur. Oui, et puis ça, c'est sûr que ça passionne les auditeurs. La vraie question, c'est de savoir pourquoi je suis chauve et lui chevelu. Je pense que pour les gens, les garçons qui n'ont plus de cheveux sont assez passionnés de savoir que d'autres en ont et ils voudraient savoir pourquoi. Surtout, ils voudraient savoir pourquoi. C'est-à-dire que les autres ne se posent pas la question. On pourra faire un débat un jour. Les chauves ont quelques avantages, dit-on, mais c'est de la calomnie. Oui. On dit que c'est des gens très intelligents, les chauves. Attention à la diffamation. Non, mais chauve, pas les gens qui se rasent. On y va ou pas? On a fini le capillaire. On fera le torse demain. Allez, tout de suite. Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et c'est à vous de commencer, Farid Temsamani. L'IA fabrique des générations d'idiots. Alors, on avait déjà l'indicateur selon lequel la concentration des individus et des plus jeunes, notamment à cause des écrans, diminuait en flèche. On avait également la problématique de comment subvenir énergétiquement à l'IA parce que ça pompe énormément d'énergie et que même notre pays n'a pas forcément les moyens de pouvoir fournir les data centers. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'avec les nouvelles applications d'IA, génératives notamment, vous avez toute une génération, si ce n'est pas plusieurs à mon avis, qui arrêtent aujourd'hui de raisonner et de réfléchir. Et là, c'est ma casquette de professeur qui vous dit ça, c'est qu'on s'aperçoit que les étudiants passent aujourd'hui de manière assez significativement justement le pas de l'IA.
Or, qu'est-ce qui caractérisait la différence entre l'enseignement, la valeur ajoutée de l'enseignement, c'est justement la notion d'apprentissage. Je ne dis pas qu'il faut absolument supprimer l'IA, on ne pourra plus le faire. Elle va augmenter et elle a des bienfaits. Néanmoins, j'attire l'attention sur le fait que toute une génération, parce que lorsqu'on va s'en rendre compte d'un point de vue scientifique, il sera trop tard pour la génération actuelle. Vous avez toute une génération qui aujourd'hui ne produit plus l'effort, ne cherche plus à comprendre. Et ça va avoir des conséquences pour notre pays de manière très violente. L'IA, c'est un outil extraordinaire, à la seule condition qu'on le maîtrise. Or, aujourd'hui, vous avez, de manière par facilité... Et non l'inverse. Oui, exactement. Je voudrais être provocateur par rapport à Farid, puisqu'il est prof. Il a peur d'être dépassé, Farid, j'ai l'impression, par l'IA, en fait. Absolument pas. Bah si, quelque part. Absolument pas. C'est une excellente chose, l'IA. Elle va automatiser un certain nombre d'actions, y compris chez les enseignants. La difficulté que l'on va avoir, notamment chez une partie des enseignants, c'est la facilité, c'est quoi? C'est on va lire quelque chose. Or, la valeur ajoutée d'un enseignant, c'est quoi? C'est la transmission d'un savoir, c'est la construction d'un cours complet. Et je peux vous garantir que les collègues, en fait, mènent énormément de temps là-dessus. Mais aujourd'hui, je m'aperçois, par exemple, c'est que vous avez dans l'enseignement où on donnait un certain nombre de directives, on disait aux élèves, voilà, pour le cours prochain, vous allez travailler telle chose ou telle chose. Aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit, moi je me suis aperçu, que dans 90% des cas, en fait, c'était sensiblement la même chose. C'était sensiblement les mêmes erreurs. Et c'est là que c'est compliqué, parce que derrière, vu les moyens que les enseignants ont de manière très faible, en réalité, on ne peut pas reprendre tout ce monde-là. Donc moi, j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que je ne demande plus rien chez soi. Par contre, je fais tout maintenant sur table. Or, je pense que cette génération qui a aujourd'hui pris l'habitude de l'IA, en fait, n'est pas prête. Et c'est pour ça que je dis, ça a construit une génération d'idiots, malheureusement. Au fond, Farid, avec beaucoup de brio, vous êtes malheureusement dans une antienne qu'on a entendue à chaque fois qu'une modernité capitale était créée. Je comprends bien que vous examiniez les risques, mais avant de les examiner, soyez enthousiaste devant ce que ça représente. Et lorsque vous dites que ça crée une génération d'idiots, je pourrais dire avec ironie qu'on n'a pas attendu l'IA pour ça. Et deuxième élément, vous savez mieux que moi, Farid, puisque vous enseignez, à quel point l'IA a besoin de l'humain en permanence pour donner ses meilleurs effets. Complètement d'accord. Et donc, je crois que vous êtes trop pessimiste tout en étant extrêmement intelligent comme d'habitude. Pourquoi ? Parce que on va avoir une société à deux vitesses, y compris sur l'IA. Vous avez une société où l'immense majorité des gens qui n'ont pas un cursus scientifique, qui n'ont pas la manière de raisonner qu'il faut malheureusement, qui va faire confiance. Et on le voit déjà aux différentes IA. Et puis vous avez les autres qui, même s'ils vont utiliser l'IA, feront toujours une démarche de vérification, ou en tout cas auront toujours une démarche critique, presque scientifique, justement, vis-à-vis de ces IA-là. Bien sûr, de manière caricaturale, je dis que ça crée une génération d'idiots. Je ne veux pas être pessimiste, je suis quelqu'un d'optimiste par nature. Mais la réalité, c'est que attention. Mais en même temps, Farid, il faut savoir que je vois avec ChatGPT, là, tout le monde se sert de ça, maintenant pour faire des résumés, on fout 3 mots et puis ça nous pose on est obligé quand même de contrôler, de relire ce qu'on fait sur ChatGPT parce qu'il y a plein d'erreurs quand on regarde bien. Je ne suis pas certain. Alors parce que nous avons un certain âge, mais la nouvelle génération parfois pond des choses et vous transmet des choses sans vérification. Mais pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas été formées à la vérification. Non mais je crois que la question c'est un peu comme quand Internet est apparu. Alors c'est sûr que ça fait disparaître certaines choses, hein. Les encyclopédies papier ont eu beaucoup de plomb dans l'aile, on va dire ça comme ça, puisque maintenant on fait tout via Internet. Mais je pense qu'au contraire de faire des générations d'idiots, ça permet d'apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément. Parce que ce qui est imprimé sur les pages d'une encyclopédie, où je vais citer un truc qui a été ma Bible, qui a disparu, qui s'appelait le Quid, qui sortait tous les ans, il y a fort longtemps. Là, avec ça, on peut avoir une source d'information quasi infinie. Je dis bien quasi infini, parce que est-ce qu'il y a un infini dans l'information, pourquoi pas. Mais je suis pas du tout convaincu que ça fasse une génération d'idiots. Si on forme bien les jeunes à se servir de l'IA, au contraire, ça peut être une mine d'or à mon avis. Donc les profs ont un rôle à jouer. Bien sûr, et les parents. Mais c'est drôle parce que ça peut changer le rôle des profs, en tout cas les disrupter un peu ou additionner. Vous avez deux types d'enseignants. Vous avez les enseignants qui disent il faut absolument pas utiliser l'IA ou quoi que ce soit. Moi j'encourage
les jeunes, les étudiants à l'utiliser, mais à la seule condition de savoir l'utiliser. Or, et encore, c'est là qu'on va avoir une France à deux vitesses. Vous avez une partie des jeunes et des moins jeunes qui ne pourront pas le faire. En fait, c'est ChatGPT l'assistant, et ne devenez pas l'assistant de ChatGPT. C'est ça, exactement. Les victimes collatérales, c'est ça. Philippe David, vous voulez que nous revenions au découpage des régions comme avant François Hollande? Absolument. Pourquoi? Alors, moyennant également une deuxième chose, hein, parce que les régions actuelles, quand on les regarde, elles ne veulent plus rien dire. Il n'y a aucune cohérence. Je vais prendre une région où on écoute beaucoup Sud Radio, la Nouvelle-Aquitaine. Ça commence à Limoges et à la Creuse, vous voyez, et ça se termine au Pays Basque, à la frontière espagnole, en passant par les Charentes-Maritimes et le Lot-et-Garonne. Ça n'a aucune cohérence. On a mélangé Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées pour en faire Occitanie. Mais quelle est la cohérence entre les Hautes-Pyrénées et la Lozère? Il n'y a pas de cohérence culturelle, il n'y a pas de cohérence territoriale, il n'y a plus rien. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on revienne aux anciennes régions, parce que maintenant, en plus, ça a coûté un pognon de dingue. Parce que, par exemple, en Occitanie, il y a des services à Toulouse, d'autres à Montpellier. 2 heures de voiture, un peu rock'n'roll quand même. Et je parle même pas du temps pour aller de Hendaye jusqu'à Limoges ou Guéret. Alors là, vous y passez déjà une demi-journée au volant. Pour le président de région, c'est compliqué. Ah, là, c'est sympathique. Et donc, moi, je serais pour revenir aux anciennes régions. Alors, on me dirait que ça coûte de l'argent. Mais finalement, je pense qu'on s'en tirerait bien. Mais il y aurait une contrepartie. On supprime les départements. Parce que quand je vois qu'on a encore... non. Je vous permettez, je termine l'argument. L'argument qui tue sur les départements. Ils ont été fondés par Napoléon Bonaparte avec des préfectures à moins d'une demi-journée ou d'une journée de cheval de n'importe quel coin du département. Mon cher Farid Temsamani, mon cher Philippe Bilger, mon cher Bruno Pomar, si vous connaissez beaucoup de gens qui vont à la préfecture à cheval aujourd'hui, présentez-les-moi, je suis preneur. Alors j'étais presque d'accord avec vous, Philippe David. C'est le presque qui compte. Ben oui, parce que effectivement, les régions actuelles, il n'y a pas de cohérence aujourd'hui dans les régions actuelles. Si on prend la Nouvelle-Aquitaine complètement, sur ce plan. La région Grand Est, qui commence à Strasbourg et qui va aux frontières de l'Île-de-France. On est d'accord. Rien à voir. Et pour revenir, ça amène à quoi? Ça amène à des présidents, je suis désolé de le dire, à des présidents qui ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que par définition, ils ne peuvent pas gérer une région correctement. Voilà. Et ça a été. Et l'argument qui avait été donné. Quand vous avez 600 km entre eux, c'est impossible. C'est incohérent. C'est plus grand que la Belgique. Mais oui, et l'incohérent qui avait été donné par François Hollande, souvenez-vous, c'est de dire on allait faire des économies. Aucune. Mais aucune en réalité. Ça a même coûté plus cher. Par contre, mon cher Philippe, la suppression des départements, c'est pas possible. Pourquoi? Même si l'argument, effectivement, de la durée de l'époque napoléonienne peut se justifier. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une identité importante de notre pays et de nos territoires. Et c'est déjà assez compliqué pour ça, pour un certain nombre de populations, notamment les plus âgées. Si en plus on supprimait les départements, ça amènerait, à mon avis, plus de mal qu'autre chose. Je suis d'accord pour modifier notamment les régions. On a aussi rajouté une autre strate dans notre pays. Les métropoles qui sont un foutoir innommable. Oui. Alors c'est à lui, notre pays, pour ça, a le chic pour créer des strates administratives. Alors que les intérêts, forcément, sont pas forcément là. La manière dont les régions ont été faites avec François Hollande, il faut se rappeler comment ça a été totalement improvisé. Il faudrait écouter André Valigny là-dessus. Il vous raconterait le détail de ce qui a été fait. Et donc, le département, je vous rejoins, mon cher Farid, je le ferai moins brillamment que vous, mais c'est une identité forte pour les gens qui ne sont pas doués dans la structure de leur pays. S'ils n'ont plus les départements à se mettre sous l'esprit, ça devient assez dramatique. Ouais, moi je suis né dans le 2-8 et je veux le garder. Non, mais c'est Valls qui a mis en place ça il y a un paquet d'années. Il a dit qu'il fallait 10 ans pour stabiliser évidemment le coût que coûtaient ces nouvelles grandes régions. Il y en avait 22 et on en a plus que 13. On y est 13, on est parti à 13. Ouais, 13. Bon, maintenant, ce que dit Philippe David, il a envie de revenir non, c'est Philippe Bilger qui veut revenir aux anciennes régions. Mais Philippe, c'est moi. C'est toi? C'est nous tous.
Bon, Là, on est assez d'accord. Ouais, ça veut dire que vous aimez les strates. Hein. On a non, mis en place. Parce que moi, je veux supprimer le département. Mais c'était déjà le bazar avant, les amis. C'était le bazar avant. Ce qu'il y a, c'est l'ensemble de toutes ces structures qu'il faut totalement réviser. C'est vrai que moi, je suis plus pour les départements. Je vois au niveau de mon village, je travaille plus avec les départements qu'avec la région parce qu'on ne sait jamais à qui s'adresser. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'en rajouter. Donc le fait de vouloir développer encore, de refaire 22, peut-être 30, allons-y. Non, mais j'en fais 25, je supprime 100 départements. On fera la réforme Philippe David. Mais attendez, une cinquantaine de régions et une centaine de départements. Sur plein de choses. Hein. Mais vous savez où est-ce qu'elle est la confusion? C'est que normalement chaque échelon a ses propres compétences. Oui. Et on est à rajouter dans notre pays une compétence entre guillemets facultative où vous avez le département qui normalement, si je prends uniquement l'aspect scolaire, qui est censé gérer le bâti notamment des collèges. Mais comme on aime bien complexifier parfois par clientélisme, il faut le dire également, en fait on permet au département de faire, pourquoi pas, de donner un coup de pouce pour le supérieur ou pour l'échelon primaire. Et c'est là qu'en fait ça devient n'importe quoi. Je pense que si on revenait aux compétences uniques de chacune des strates, on aurait déjà pas mal de facilité. Non mais je vais vous prendre un pays comme les États-Unis. Les États-Unis, ça fait 9 millions de kilomètres carrés, c'est pratiquement 20 fois la France. Vous avez la ville, le comté, l'État et l'État central à Washington. 4 échelons administratifs. Nous avons la commune, les communautés de communes, les métropoles, les départements, les régions, l'État et l'Europe. Fin de la blague. Voilà. Et toi, tu voulais rajouter les régions? Non. Moi, je supprime les départements, les métropoles, je remets à plat, etc. Je simplifie tout. J'aurais voulu être provoque. J'aurais dit que l'Union soviétique, 22 millions et demi de kilomètres carrés, c'était les villes, les oblasts, les républiques et le Soviet suprême à Moscou. La France est moitié plus administrée que l'URSS, ce pays ultra-libéral. C'est de notoriété avec publique. 450 000 élus. Absolument, en plus. On bat les records, c'est énorme. Vous avez vu comment je les ai mis minables? Non, mais mais en plus, ils s'en vantent, c'est quand même dingue. Les amis, l'info en plus dans quelques instants. Eric Haddad, dirigeant de plusieurs sociétés d'intérim, accumule 980 000 euros d'impayés avec un hôpital du Val-de-Marne. Alors, les hôpitaux ne payent plus, visiblement. On va en parler avec ce PDG du groupe Connect Travail Temporaire. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et cette belle bande de vraies voix. Oui. De joyeuserie. Exactement. Autour de cette table. On parle Farid à propos de l'IA. Voilà, c'est ça. Cette belle bande vidéo. Voilà, très bien. Ce numéro de téléphone 0826 300 300, c'est Aude qui vous attend au standard avec Farid Temsamani aujourd'hui, porte-parole de l'association Banlieue Plus et nos quartiers, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, et Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou, et aussi président de cette association, le RAID Aventure, qui va dans les quartiers, qui va dans les quartiers. On se connaît avec Banlieue Plus. Je connais de tes gars. Ouais. Je trouve que Philippe Bilger est très sympa avec Farid depuis tout à l'heure. Il dit il est intelligent, il est si. Moi, jamais il m'a dit c'est un truc. Excusez-moi, c'est juste qu'il flagrante pas. Déjà, c'est l'IA. Vous considérez que c'est un honneur qu'on vous écoute. Oh, la violence. Et je sais pas si ça fait attention. Oui. Tu es de l'autre côté du plateau. Ouais, c'est vrai. Je suis du côté du show. Complètement anodin. Évidemment, il y a le côté des meilleurs. Vous êtes prêts, Bruno, vous êtes du côté de la direction. Vous inquiétez pas. C'est bon. Je ne sais pas de me faire virer. De Philippe David, c'est une distinction beaucoup bien. Bah déjà, il a trouvé une place. C'est un miracle. Allez tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Eric Haddad est avec nous, président directeur général du groupe Connect Travail Temporaire. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à tout le plateau. Vous avez une très belle ambiance en tout cas. Oui, mais c'est pas fini malheureusement, c'est fatigant. Bon, vous êtes tous bons, vous êtes tous bons. Ouais. Tout le monde de bonne humeur. Il est gentil avec vous. Vous êtes dirigeant de plusieurs sociétés d'intérim et aujourd'hui, il y a une facture qui est quand même très importante de 980 000 euros d'impayés avec un hôpital du Val-de-Marne. Alors vous avez nous raconté comment ça se fait et qu'on comprenne un petit peu déjà la base de cette affaire et qu'est-ce qui se passe. Alors je vais vous expliquer. D'abord, c'est pas une seule facture, c'est une multitude de factures, donc qui crée un encours aujourd'hui de plus de, comme vous l'avez dit, presque 1 million d'euros.
Donc ce qui est fou en fait, c'est que ces hôpitaux nous sollicitent, donc par le biais de notre groupe Connect Travail Temporaire en intérim, et nous demandent donc des infirmiers, des auxiliaires, etc. Donc nous, on délègue ce personnel, et puis on leur demande d'être payés. Donc j'ai mon service recouvrement qui demande régulièrement d'être payé. Et figurez-vous qu'à un moment donné, ils nous disent, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Je dis comment ça? Donc à un moment donné, donc mon service recouvrement envoie des mails où je suis effectivement en copie. Et là, je vois une réponse arriver d'un trésorier principal qui dit ouvertement, je ne sais quoi vous répondre pour vous dire quand est-ce que vous serez payé. Et donc là, je pète un câble. Je renvoie un mail routé à tout le monde en copie, l'hôpital, le trésorier principal, etc. Et je dis donc au trésorier principal, j'ai bien noté effectivement que vous êtes incapable de me dire quand est-ce que vous allez nous payer, mais moi, comment vais-je faire puisque j'ai payé aujourd'hui le salaire de mes intérimaires. C'est ça, vous les avez avancé l'argent pour aujourd'hui. Je les ai avancés pendant 1 an. Donc aujourd'hui, c'est une échéance de 12 mois. Vous vous rendez compte? Donc, j'ai payé les salaires, j'ai payé les charges sociales, j'ai payé les caisses de retraite, j'ai payé la TVA, j'ai payé la CFE, j'ai payé la CVAE, j'ai payé l'IS, j'ai payé tout ça, et j'ai pas touché 1 euro. Quelle honte, heureusement, quelle honte, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Alors, heureusement, hier, justement, je passais dans une radio que je suis passé hier à la télé, donc sur le journal de 20h, et en fait, il y avait le ministre Serge Papin, qui était en train de dire quasiment le contraire, et à la fin, effectivement, il a quand même dit, oui, c'est vrai qu'au niveau des hôpitaux, il y a un vrai souci. Donc là, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de leur donner du personnel, mais ils ne nous payent pas en temps et en heure. Et donc, à un moment donné, j'ai sollicité mon avocat, parce que le trésorier principal que j'ai réussi à avoir au téléphone, c'est ce qui me répond. Non. Monsieur, assignez-nous, vous allez peut-être devenir une créance prioritaire. Donc c'est ce que j'ai fait, Et donc là, avec le tabac qu'on est en train de faire un petit peu dans tous les sens, avec les médias, les radios, les télés, là, ça fait 4-5 jours, tout le monde est sur le dossier. Et en plus, comme c'est d'actualité avec notre cher ministre qui annonce toujours des grands trucs. Mais ce qui est fou quand même, c'est qu'il faut pas oublier que c'est l'État qui a imposé cette loi LME, la loi de modernisation. Absolument, c'était Christine Lagarde. Économique, exactement. Christine Lagarde l'a imposé aux entreprises, sauf que le premier mauvais élève, c'est l'État par le biais des collectivités, pour certaines collectivités locales, parce que ça s'arrête pas en fait aux hôpitaux. Il y a des collectivités locales qui le respectent et il n'y a pas de problème, mais vous en avez d'autres, même chez nous, entre nous, chefs d'entreprise. Je peux vous dire que on en parle, on dit attention, travaille pas avec cette mairie-là, c'est des mauvais payeurs. Travaille pas avec cette communauté de communes, c'est des mauvais payeurs. Tout à l'heure, je vous écoutais là sur effectivement, mais vous avez tout à fait raison. Hein. Le truc, c'est qu'il y a tellement de millefeuilles administratifs. Bien sûr. Sauf que là, c'est les départements, après c'est le comité de communes, les métropoles, etc. Et il y en a qui payent très mal. Ouais. Il y en a qui payent très très mal. Et pas du tout visiblement. Eric Haddad, ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez mis fin au contrat. Vous en êtes où là? Ah bah là j'ai stoppé, j'ai dit à mes équipes, vous arrêtez de déléguer, parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil, ils nous demandent, mais ils nous payent pas. Donc là j'ai assigné, donc j'ai envoyé une assignation en référé, donc pour accélérer le mouvement. Donc je pense que ça risque peut-être de se débloquer, parce que vu le tapage médiatique qu'on a mis en place, et aujourd'hui les services de l'administration, de mes avocats sur les procédures, donc je pense qu'à un moment donné, mais vous vous rendez compte que, parce que moi aujourd'hui... En plus ça va vous payer des frais d'avocat. Oui. Alors payer d'avocat, mais je vais les réclamer. Plus les pénalités de retard. Je peux vous dire que j'ai créé le groupe, on a co-créé le groupe Connect Travail Temporaire il y a 20 ans. Je peux vous dire que si je n'avais pas mis de côté, parce que vous savez, on donne toujours l'image du patron, un peu de trésorerie, un patron, etc. Si j'avais pas mis de côté cet argent, parce qu'on ne se l'est pas distribué, et si j'avais pas la trésorerie et les garanties et les concours bancaires que j'ai avec mon facteur, qui est Eurofactor, et mes banques principales, je peux vous dire que ça fait longtemps qu'on aurait pété en fait. Exactement. Et vous nous tenez au courant, Eric Haddad, si on doit remettre une petite louche. Et puis j'ai regardé, pour faire un petit trait d'humour, le 13 février, la Française des Jeux, il y a 13 millions d'euros. Donc on va jouer. On sait jamais. Je vais demander à mes 1000 intérimaires et à tous mes collaborateurs du groupe Connect de jouer le loto, ils vont peut-être réussir. Et ben voilà, qui sait, on vous portera bonheur. En tout cas, vous nous rappelez si jamais on peut vous redonner un petit coup d'éclairage, bien entendu. Et puis bon courage et merci beaucoup pour ce que vous faites. Allez tout de suite le bon Flavio qui est avec nous. Flavio, comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah ouais, il y a des gens qui payent pas, mais il y a des gens qui écrivent n'importe quoi sur les annonces, j'ai envie de dire.
Exactement, et puis j'ai entendu que quelqu'un pouvait gagner un loto, donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être avoir besoin d'un coffre-fort. Bah oui, oui. On sait jamais. Et bon, mieux vaut avoir un coffre-fort qui se ferme, du moins qu'il n'a pas été ouvert de façon un peu particulière, on va dire. Voilà, c'est ça. En tout cas, là, c'est encore une astuce. Je ne sais pas s'il l'a vendu ou s'il vendra, mais en tout cas, ça me paraît compliqué. On écoute. Allô. Oui, bonjour, je vous appelle pour le coffre-fort à vendre, toujours disponible ? Oui, toujours disponible. Ouais. Je voulais savoir, il a été ouvert à l'aide d'une disqueuse, c'est ça ? C'est ça, on avait perdu la clé, donc on a fait appel à une société qui ouvre le coffre-fort à l'aide d'une disqueuse, quoi. Oui. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi le vendre ? Pourquoi le vendre ? Oui. Je sais pas. Il n'y a pas vraiment de raison, je vends quelque chose. Vous voulez faire quoi, vous, du coffre-fort ? J'aimerais l'utiliser comme un coffre-fort normal, quoi. Je suis à la recherche d'un coffre-fort, et donc je me suis dit, c'est quand même bizarre de vendre un coffre-fort. Voilà, c'est très simple. Alors, vous pouvez l'utiliser, j'ai retrouvé la clé, donc vous pouvez la fermer avec la clé, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, mais s'il a été ouvert à l'aide d'une disqueuse, même si on utilise la clé pour fermer le coffre-fort, on pourra le rouvrir manuellement. Bah oui, ça c'est clair, monsieur. Je fais pas de magie, moi. Bah oui, alors pourquoi le vendre ? Enfin, à quoi sert la clé ? À quoi il sert le coffre-fort au final ? Le coffre-fort, la clé, je l'ai. Oui. Vous la retrouvez, vous pouvez fermer le coffre et utiliser le coffre normalement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on peut le rouvrir manuellement, même si on ferme... Oui, mais ça, monsieur, c'est à vous de trouver des solutions. Je vous ai dit, je suis pas magicien, moi. Bah, dis donc. Vous picolez, vous prenez, je sais pas, du scotch, de la colle forte, je sais pas. Bah, c'est pas. Voilà. Je vous rappelle si jamais ça m'intéresse, hein. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Si, bon. C'est tout sauf un coffre. Non mais Flavio. C'est excellent surtout. Ils sont pas. En plus, ils l'engueulent. En plus, il nous engueule. Et l'impact de l'IA n'est pas complètement. L'IA n'impacte pas encore. Oui, tout le monde. Hein. Non mais je voulais faire une remarque à Flavio. Vaut mieux une soudure, à mon avis, que la colle ou le scotch. Soit dit en passant, une soudure sur du métal, c'est plus efficace. Remarque, je pense bien. Un bon scotch, ça peut être une bonne barrière. C'est-à-dire que s'il est idiot, s'il est complètement idiot, il dit il y a du scotch, je peux pas y aller. C'est ça, on sait jamais. Il faut vraiment qu'il soit idiot. C'est qu'il a beaucoup passé de temps sur l'IA. Ouais. Il y en a quand même un paquet qui n'ont pas l'éclairage à tous les étages. Ouais, c'est ça, exactement. Flavio, en tout cas, on retrouve cette séquence. J'adore ces petites annonces. Cette séquence sur nos podcasts et bien entendu sur Instagram. Le bon Flavio, écoutez, il y en a plein. Et comme on dit tous les jours, mon cher Flavio. Vivement demain. Et ben voilà, vivement demain. On vous embrasse. Allez, on fait une petite pause. Le journal dans quelques instants. Le coup de gueule de Philippe David juste derrière. Et on parle de quoi ? C'est amusant. Une députée accuse ses collègues d'indignité alors qu'elle est totalement indigne. Voilà, on fait encore une bonne nouvelle là tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda, Sud Radio. David, on est ravis de retrouver Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Philippe Bilger, bien entendu. Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Et vous au 0826 300 300. En attendant, c'est le moment de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve l'Assemblée nationale et que le comportement d'une députée hier m'a mis hors de moi. On écoute ceci. Mais je vais vous parler du record d'indignité parlementaire. Ici, c'est l'amendement sur l'ensemble des textes. Et là, ce que vous avez, ce sont 500 amendements qui ont été déposés par la droite, l'extrême droite et des idiots utiles du macronisme sur une proposition de loi qui est en débat depuis 1980. Alors ici, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de ces 500 amendements. Nous n'aurons pas peur des propos xénophobes. Nous n'aurons pas peur de ce qu'ils ont essayé de faire avec cette niche, d'obstruer. Et alors nous allons continuer le travail, transpartisan, patiemment. Et nous n'aurons pas peur jeudi. Nous n'aurons pas peur vendredi et nous n'aurons pas peur les jours qui suivront. La voix que vous venez d'entendre est celle de la députée et porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Léa Balaj-El-Mariki, qui est par ailleurs rapporteuse d'une proposition de loi constitutionnelle relative au droit de vote et à l'éligibilité des étrangers pour les élections municipales. Mais pour que vous compreniez mieux le sens de mon coup de gueule du jour, il faut que je vous explique les sons sourds entendus à la fin de la vidéo. Ces sons sourds sont ceux des amendements déposés
utilisé par les députés des différentes oppositions que la députée jette par terre, l'air dégoûté. Un comportement qui ne manque pas d'air quand on entend la même députée parler de record d'indignité parlementaire pour qualifier ses amendements. Pour cette députée, ne pas être d'accord avec elle, avec ses idées, serait-il indigne? A-t-on le droit de penser différemment d'elle sans risquer insulter, mise au pilori? Le fait de jeter dédaigneusement les amendements rappelant les autodafés pratiqués par les régimes totalitaires lors des heures les plus noires de notre histoire. Est-ce que les députés et leurs assistants parlementaires et secrétaires qui ont travaillé pour produire ces amendements sont indignes au point de ne pas voir leur travail respecté? J'imagine la réaction de la même députée et de ses amis politiques si un député d'un autre bord s'était comporté comme cela avec les amendements déposés par des députés du Nouveau Front Populaire. Les réactions auraient été outrées hurlant au fascisme, à l'intolérance et au mépris du travail parlementaire. Selon un sondage CSA publié ce week-end, 71% des Français sont défavorables au droit de vote des étrangers extracommunautaires aux élections municipales. Faut-il jeter ces millions de Français à la poubelle comme ces amendements? Pour adapter Bertolt Brecht avec cette députée, si le peuple est en désaccord avec mes idées, il faut dissoudre le peuple. Vous avez une fois de plus totalement raison, Philippe. Le scandaleux, ça n'est pas cette opposition qu'elle manifeste à l'égard de la droite, de l'extrême droite, les idiots utiles du macronisme. Bon, on sait que ça fait partie de la polémique. C'est la grossièreté avec laquelle tout cela est dit. Je ne m'habituerai jamais à la grossièreté en général et en particulier de la part de députés. Bêtement, j'attends d'eux une sorte d'honneur, d'allure qu'ils n'ont plus. On critique très souvent, on dit que les Français ont une défiance, à juste titre, des politiques. Là, on a l'illustration la plus totale de ce qu'il ne faut plus voir. Et ça en dit long sur ce que représente la démocratie pour cette députée-là. Oui, je ne vais pas rajouter grand-chose. Oui, c'est de la grossièreté, c'est manque d'éducation, mais c'est en même temps la façon de s'exprimer d'une partie de cette Assemblée nationale qui est composée en partie de Europe Écologie Les Verts, LFI évidemment, qui sont les champions du monde de la provocation, de l'insulte permanente et qui savent pas et Philippe Bilger qui adore les mots, effectivement, c'est sûr, il a raison, parce que je trouve que c'est pas le niveau de ce qu'on a connu en matière de députés, quel que soit le bord politique. On a connu il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, même s'il y avait des accrochages à l'Assemblée nationale, etc. Il y avait des gens qui parlaient, qui avaient du verbiage, ça se dit? Oui. Voilà, tout simplement ça. Mais le compte, c'est qu'ils gardent ces grossièretés, je crois à peu près tous, pour l'Assemblée nationale. Que lorsqu'on a la chance de discuter dans le cadre d'un échange avec eux, où qu'ils se situent, ils savent parfaitement parler français. Et Philippe a narré d'une certaine manière ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle jetait les amendements et les jette. Exactement. C'est du travail qui a été fait. Quel symbole vous donnez à la jeunesse de notre pays, à celles et ceux qui sont en cours aujourd'hui? Si un député, excuse-moi, pardon, si un député de la République se permet de faire ça, il ne faut pas s'étonner que derrière la jeunesse puisse faire n'importe quoi. Ils sont déjà abîmés par l'IA. Exactement. Est-ce que le règlement, les amis, est encore aujourd'hui à la hauteur, en tout cas, des députés? Est-ce qu'il ne faut pas réformer ce règlement interne? Alors Cécile, vous permettez que je vous réponde? Elle n'a fait ceci pas dans l'hémicycle, mais dans une salle annexe derrière un pupitre. Une conférence de presse. C'est pour ça que je vous réponds. C'était face à la presse, et donc comme ce n'était pas dans l'hémicycle, je pense qu'elle ne peut pas être sanctionnée. Mais il y a tellement, mais tu as raison de le dire, il y a tellement de comportements dans l'Assemblée même, qu'au bout d'un moment, Yael Braun-Pivet, elle est un peu, à mon avis, à un moment donné, doit passer parce qu'ils n'arrêteraient plus, quoi. Oui, mais même une charte, à un moment donné, quand elle existe. Oui, enfin, mais ça veut dire qu'elle doit être updatée, comme on dit, c'est-à-dire au goût du jour. C'est-à-dire que quand certaines députées, quel que soit le bord, commencent à jeter des amendements c'est un geste de provocation. De mépris, de provocation. Le problème, ma chère Cécile, c'est qu'il y a tellement de bienséances élémentaires qui devraient être appelées à l'Assemblée nationale que le règlement devrait comporter un nombre d'articles colossal. Eh ben tant pis. Ouais. Ah ben moi je serais d'accord. Mais
Rendez compte devoir dire dans un règlement à l'Assemblée nationale, lorsque on salue la plus jeune députée, lorsqu'on change de régime, on lui dit bonjour. Rappelez-vous le nombre de jeunes députés qu'on n'a même pas salué parce que, n'est-ce pas, elle appartenait au Rassemblement national. Mais là, on n'est même pas sur l'idéologie. Là, on est sur de la politesse la plus élémentaire. Le respect du travail de celles et ceux qui ont passé des heures et des heures à travailler, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord. C'est la base élémentaire de la démocratie. Moi, je vais vous dire un mot qui est très vulgaire. C'est peut-être nous les vieux cons. Alors à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Non. Alors si nous étions c'est de l'éducation, ça s'appelle. Nous aurions de toute manière raison. Il faut résister coûte que coûte à la grossièreté. Ça dépend pour qui dans le studio. Allez, c'est ça. Allez, dans un instant, les amis, ce sera peut-être l'objet d'un débat, un de ces quatre. Dans un instant, on va nommer ministre à nos auditeurs ou auditrices. Et puis le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Ah oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Et nous avons des présidents de la République ou alors des premiers ministres qui vont nommer en tout cas un ministre ce soir. Farid Temsamani qui est Premier ministre, Philippe Bilger qui est Premier ministre, Bruno Pomar aussi, Philippe David. Non, c'est le Premier ministre qui nomme. Excusez-moi. Enfin, c'est un peu le président. J'ai des lacunes, excusez-moi. Vous avez conscience de vos faiblesses. Et ça vous fait rire à tous, c'est ça? Allez, chers amis, facile. Tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et aujourd'hui, nous allons nommer le ministre de l'Intégration et c'est Gabin qui est avec nous, Delby. Bonsoir Gabin. Oui, bonsoir. On est ravis de vous accueillir, monsieur le ministre. Dois-je plutôt vous dire, vous êtes ministre de l'Intégration depuis 20 secondes. Vous avez déjà, j'imagine, imaginé un plan ou des propositions? Oui. Écoutez, parce qu'il a bien fallu plancher sur le sujet. Oui. Je me dis que déjà on a un parcours d'intégration républicain qui est pas si mal fait. Donc il faudrait mieux vérifier qu'il soit bien mis en œuvre. Ouais. Et aussi, évidemment, je pense à une intégration, que ce soit pour les personnes qui sont étrangères ou pour les personnes qui sont dans des situations de handicap ou isolées. Une intégration dans des associations sportives ou des associations d'utilité. En fait, tout ce qu'il faudrait pour aussi éviter un peu le communautarisme, c'est-à-dire que si on peut éviter de toujours trop regrouper tous les gens ensemble de façon hétéroclite. Moi je me dis qu'on pourrait mélanger un petit peu et dire vous allez pouvoir vous investir ici. Et ça évite de créer trop de communautarisme, ce qui pour moi nuit à l'intégration. Alors, on a deux représentants d'associations, une de police et une justement des quartiers, Farid Temsamani. Est-ce que finalement, imposer entre guillemets le multiculturalisme, je vais y arriver, intégrer en tout cas des personnes d'ici, de milieux très différents, est-ce que c'est pour vous une façon d'intégrer par l'associatif? Alors, je sais pas si notre auditeur va être content, mais ça part d'un bon sentiment. Et je suis complètement d'accord avec le fond. En fait, cette notion d'intégration, et là, le vocabulaire a son sens. C'est une création de François Mitterrand dans les années 80. Et c'est complètement contraire à l'esprit de notre pays et l'esprit de notre République. Pourquoi ? Notre pays, la République française, depuis son évolution, a créé ce qu'on appelle, alors ça n'est écrit nulle part, mais dans les faits, la notion d'assimilation. C'est un peu ce que je pense, ce que notre auditeur Gabin voulait absolument dire. L'intégration, c'est de dire quoi ? C'est de dire, et c'était quelque chose de volontaire, par un secrétaire général de l'Élysée et des conseillers de François Mitterrand dans les années 81, qui sont devenus ministres par ailleurs, et son époux est devenu même président de la République, qui ont créé cette notion d'intégration volontairement pour que les gens ne deviennent pas français. Et moi, je suis un enfant d'immigrés. Je sais ce que ce pays est et ce qu'il est pour moi. On parlait tout à l'heure des régions. Eh bien, l'assimilation, c'est quoi ? C'est un gros mot pour certains. C'est le fait de devenir français à part entière. Ça ne veut pas dire d'effacer qui vous êtes. Mais par contre, l'intégration, c'est quoi ? C'est de dire, pendant un laps de temps, combien de temps ? Je ne sais pas. Eh bien, vous allez devenir, non pas des Français, mais des
autres, des intégrés. Mais combien de temps? Et moi, je suis contre, je suis désolé de le dire, la notion d'intégration. Je suis d'accord avec le fond, c'est-à-dire la notion de faut devenir français. Et aujourd'hui, parce que la lutte du communautarisme, c'est quoi? Pourquoi on a du communautarisme? Parce qu'on laisse la possibilité à certains, justement, de ne pas devenir français. Et devenir français, c'est notamment une culture, c'est notamment une identité, c'est notamment un certain nombre de choses, une langue en particulier. Vous savez, la langue, vous avez des territoires dans notre pays où, en fait, la langue française n'est pas utilisée. Et oui, et donc, je ne veux pas revenir sur un vieux débat de l'universalisme républicain. Qu'est-ce que c'est? Je suis profondément attaché à ça. Eh bien, ça nous amène qu'en 2026, vous avez des gens qui sont nés en France, dont les parents sont nés en France, qui n'ont aucun sentiment d'appartenance à notre pays. Et c'est ça. Et là, je rejoins notre auditeur. C'est ce qu'il faut combattre, effectivement. Le parcours associatif en est la preuve, mais vous devez le faire de manière beaucoup plus marquée. Et là où je ne suis pas complètement d'accord, parce que notre auditeur a commencé en disant que le parcours d'intégration est plus ou moins réussi dans notre pays. C'est quelque chose qui me touche profondément. Moi, j'ai un doute là-dessus. Est-ce que si on interrogeait les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur histoire, si on leur disait est-ce que le parcours fonctionne, eh ben, moi, dans les quartiers, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas du tout. Alors, si je peux me permettre de répondre... Allez, mais bien sûr. En fait, je dis pas qu'il est réussi, je dis qu'il est bien fait. Parce qu'après, attention, je ne connais pas la capacité à ce qu'il soit appliqué, mais en fait, il demande, depuis ce mois de janvier, apparemment, c'est rentré en application, comme quoi il faut que ce soit une obligation de résultats et non plus de moyens pour réussir le parcours d'intégration républicaine. Et donc, je me dis que c'est déjà un outil qui est pas si mal. Après, il doit y avoir des lacunes sur le contrôle derrière, parce qu'effectivement, déjà, ça veut dire que Gabin, ça veut dire que déjà il y a une volonté de faire les choses. Ce que j'aime beaucoup avec l'idée d'intégration, même si je vous rejoins Farid dans la distinction avec l'assimilation, c'est qu'à côté de la lutte vigoureuse qu'il faut mener contre l'immigration clandestine, il est essentiel de favoriser tout de même l'insertion de tous ceux qui font honneur à la France. Mais complètement. Et c'est l'objectif. Et c'est là où je pense qu'on a encore beaucoup de choses à réaliser. L'intégration, parce qu'on parle d'immigration. Mais vous avez des gens qui sont absolument pas étrangers, qui sont pas immigrés et qui ne se sentent pas complètement dans les valeurs de notre pays. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus fort. Et il faut qu'on soit beaucoup plus efficace là-dessus. Et je rejoins complètement l'auditeur. Mais ce terme d'intégration, pour moi, il a été créé dans une volonté, pour moi, de ségrégation d'une certaine population par la gauche, je suis désolé de le dire, dans les années 80. Et j'en suis le fruit. Donc c'est pour ça que je le dis avec passion, c'est parce que je le subis et je l'ai subi. Et malheureusement, vous avez beaucoup de gens dans notre pays qui ne le conçoivent pas encore, mais c'est une aberration. Je suis d'accord que le parcours doit être, il est de mieux en mieux, parce que on s'était rendu compte quand même il y avait des aberrations dans notre pays, mais je pense qu'il faut marquer la notion de valeur de manière beaucoup plus profonde. Gabin, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu sur ce sujet très intéressant. Et vous revenez quand vous voulez, si toutefois vous voulez être Premier ministre, on sait jamais, hein, on peut monter en grade. Hein. Et puis il y a une présidentielle l'an prochain, vous pouvez tenter votre chance. On sait jamais. Vous aurez déjà un ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Gabin. Allez tout de suite, qui c'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et à la question qui c'est qui l'a dit, depuis 12 ans, Paris s'enfonce, Paris s'endort. Dati, sans date. Oh, pardon. Sans dette. Non. Dati, Clafo. Non. Non. Paris s'enfonce. Un soutien d'un candidat. Édouard Philippe. Non. Ah, c'est Attal. Bonne réponse de Farid Temsamani, Comment Gabriel vous n'avez Attal. pas répondu à ça, Philippe Bilger? C'est vrai, Gabriel Attal. Je l'oublie un peu, mon cher Gabriel. Qui c'est qui l'a dit sur le chômage? Quand on est au-dessous de 8%, c'est une bonne performance. Ministre? Oui. On parle beaucoup de lui en ce moment. Lescure. Non. Ministre, on parle beaucoup de lui. Un ancien patron. Sapin. Non, pas un autre. Non, pas lui. L'autre. Avant Castex. Avant Castex. Un ancien patron. Barnier?
Non. Non, non, patron. Ancien patron de la SNCF. Mais oui. Ah bah oui, c'est le Ferrando. Ah oui, Bonne réponse. non, commencez pas. À chaque fois, vous faites le coup. Non, alors qu'on nous dit que c'est Bruno dans le casque. C'est Bruno. Philippe Bilger, arrêtez de tricher. Comment c'est Bruno? Mais non, j'ai dit Farandou. Vous plaisantez. J'ai été le premier à dire. Moi, ce que je propose, c'est que n'ayant pas participé, les points me reviennent. Non, mais d'abord, Philippe Bilger, vous avez dit Farando. Ouais, pas Farando. Non. Ah, qu'est-ce qu'il est mauvais joueur, mais c'est pas lui, il est venu Question suivante. C'est scandaleux. C'est qui l'a dit? Il n'y a pas d'omerta sur Jack Lang. C'est un député et candidat à la présidentielle. Ouais. Gage. Attal. Bonne réponse de Farid Temsamani. Jérôme Gage, exactement, député PS. Qui c'est qui l'a dit? Ça, c'est le lapsus du jour, un échange entre un homme politique et un journaliste. Vous l'aviez croisé, Jeffrey Epstein? Oui, je l'avais croisé à de nombreuses reprises. Je ne le connaissais pas très bien, mais c'est une personnalité de la vie politique. Jeffrey Epstein, il était ministre quand j'étais à la crèche. On vous parle de Jeffrey Epstein. Ah, je pensais que vous parliez de Jack Lang. Échange surréaliste. C'est pas un mec de l'Observateur du Non, c'est un homme politique. Connu, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est un candidat. Candidat. Attal? Non, dans une grande ville. Ah, dans une grande ville. Edouard Philippe. Lisnard? Non. Ciotti? Non. Estrosi? Non. Grande ville. Il n'y a pas que Nice comme grande ville en France, cher ami. Oui, mais alors ça, c'est mon prisme. C'était le N-1 d'un maire. Un maire? Ouais. Avec qui il s'est gravement fâché. Ah bah oui, Estrosi. Non. Mais non. Non, c'est Xavier Bertrand? Non. Ah, de Poissy. Mais non. Il s'est fâché très, très lourdement avec la mère qui était là à l'époque. Grégoire. Et bonne réponse de Farid Temsamani. J'ai adoré le lapsus. Le dialogue est surréaliste. Énorme, ouais. Alors, qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture. Oui, c'est parce ça. Que si vous je vous expliquerai. Ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme, et elle fait 4,8%. Dati? Non, c'était un peu... Non, c'est il y a quelques... Au moment où j'ai entendu ça, oui. C'est très drôle, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est une femme? Non, c'est un homme. Je vous dis juste un mot. 21 jours. Premier ministre? Non. 21 jours. 21 jours. Il a écrit un livre en 21 jours. Ah, Sarko. bah ouais. Bonne réponse de Bruno Pommard. Oui, c'est un peu de culture. Mais oui, c'était très drôle. Un peu de culture. Alors Eh bien, écoutez, Farid Temsamani gagnant, 3 points. Deuxième, bon, ça a été poussif, hein. Bruno Pommard. Quant à Philippe Bilger, sans tricherie et sans intimidation arbitrale, on est au fond de la fosse des Mariannes. La seule réponse bonne, il me l'a piqué. Philippe Bilger met souvent la pression sur ses camarades. Ah oui. Et ça, il faut que je le dénonce à un moment donné. C'est des espèces de violences verbales qui parfois sont un peu dures à encaisser. Nous avons une réclamation de la VAR, Cécile. Mon Dieu. Pardon? Nous avons une réclamation de la VAR. Voilà. Monsieur Pommard a dit Ferrando et pas Ferrandou. Ferrando, ben c'est mon accent. Ça. Ça doit être pour ça. Je propose qu'on remette les points à Philippe Bilger. Voilà, c'est pour Philippe. Mais il a quand même perdu, hein. 1 point. Voilà. Ah oui. Voilà. Et son honneur. Vous avez dit quoi? Parce qu'ils se foutent de mon... Ferrando. Mais parce que j'ai un accent, ils se foutent de mon accent. On peut écouter si vous voulez. Allez, on écoute. Mais oui. Ferrandou. Ferrandou. Vous avez dit Ferrandou, là. Non, ouais, vous foutez de mon accent. Mais non, mais ça, c'est la discrimination. c'est une honte que vous ayez eu le point. Vous avez dit Comme ils Ferrandou. se foutent de mon accent. Vous avez dit Ferrandou, c'est Ferrandou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, dans un instant, les amis, la question du soir. Est-ce que vous estimez que les fonctionnaires doivent être rémunérés au mérite, Philippe? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans le grand matin Sud Radio. 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et puisque nous avons très envie de vous faire plaisir, nous allons vous proposer en tout cas de jouer sur Sud Radio pour vous offrir un bon d'achat de 200 € sur le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France et nous serions très heureux. En tout cas, si vous pouviez en remporter un, c'est facile. Vous allez envoyer un SMS. Vous écrivez Sud dessus, SUD. Vous l'envoyez au 7 20 18 et nous serons extrêmement heureux en tout cas de vous l'offrir. En attendant,
attendant, c'est la question du soir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qui est la baisse des candidats au concours de la fonction publique. J'avais envie de vous poser une question, celle du sens, celle de l'engagement. Pourquoi vouloir rejoindre la fonction publique ? Alors, c'est un problème pour l'administration, évidemment. Elle a plus de mal à recruter, c'est lié à la conjoncture, mais c'est lié aussi à l'attractivité des postes qu'elle propose, y compris d'ailleurs du point de vue des salaires. Est-ce que la fonction publique reste un employeur attractif aujourd'hui ? Équité et transparence dans les recrutements. Voilà ce qui caractérise la fonction publique. Donc on recrute en toute transparence et on recrute les meilleurs. Et cette question, estimez-vous que les fonctionnaires doivent être rémunérés au mérite ? Vous dites oui à 74%, vous voulez réagir ? Aude, qui a un immense mérite, attend vos appels au 0826 300 300. Eh ben, vous voulez un appel en velin. Aurélien est avec nous d'Ivry-sur-Seine. Bonsoir Aurélien, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Merci, bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Alors, est-ce que vous estimez que les fonctionnaires doivent être rémunérés au mérite ? Permettez-moi, avant de répondre précisément à cela, de dire que tous les fonctionnaires, comme tous les salariés, selon moi, devraient être mieux payés. Ah oui, ça c'est sûr. Déjà de manière globale. C'est-à-dire augmenter le salaire brut. Et peut-être pour... moi, je suis chef d'entreprise. Et peut-être pour faciliter cela, peut-être qu'il serait bon de diminuer les charges patronales. Ouais. S'agissant maintenant du mérite, je pense que ça peut être en effet un point intéressant. Alors, peut-être pas sur tout le volume du salaire, mais peut-être une portion du salaire peut être sur un objectif. Ça permettrait peut-être d'atteindre de meilleurs objectifs et puis qualitatifs surtout. Enfin, si je puis me permettre, il me semble que dans certains ministères, il y a beaucoup de fonctionnaires, peut-être que ça serait bien d'en faire passer, notamment, je pense, au ministère des Finances, en faire passer un peu du côté de la police. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas prendre les fonctionnaires du ministère des Finances pour le mettre à la place de la police, mais en tout cas, limiter le recrutement du côté du ministère du budget, et puis peut-être augmenter du côté de la police, de l'éducation, de la justice, ainsi de suite. Et puis voilà. Bah, pourquoi pas. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est un décret du 6 août de 1945, justement, qui visait, c'est une prime qui au mérite, qui visait à récompenser la valeur travail, qui a été un peu transformée aujourd'hui en indemnité forfaitaire. Mais est-ce qu'il faut retrouver, Philippe Bilger, cette possibilité du mérite, de mieux payer, en tout cas, au mérite? Je suis tout à fait partisan de redonner une importance considérable au mérite. Parce qu'en réalité, l'objection principale qu'on formule à l'égard du mérite, c'est de dire qu'il serait difficile à évaluer. En réalité, on pourrait trouver aisément des moyens d'identifier le mérite par rapport à l'étendue et à l'importance des tâches. Mais pourquoi résiste-t-on au mérite? C'est qu'il n'aurait pas de sens si on ne l'appliquait pas aussi aux catégories supérieures de la fonction publique, qui pourraient elles-mêmes parfois être qualifiées de catégories qui déméritent. Et deuxième élément, on raconte qu'en réalité, ça pourrait créer des tensions au sein des salariés de la fonction publique. Mais c'est très bien la tension, la rivalité, l'émulation. Eh bien, il faudrait faire le mérite. Oui, mais ça serait pas de l'émulation, mon cher Philippe. En fait, ça serait vraiment de la rivalité. C'est ça le problème. Tant mieux. Et en même temps. Regardez ici. On n'est pas nombreux. Regarde, il y a 5,5 millions, 5 millions 7. Non, mais c'est un délire. On a déjà trop de fonctionnaires dans ce pays. Bon, on voit, quand on parlait des collectivités tout à l'heure, départements, régions, etc., tout ça, ça rentre dans les fonctionnaires, de toute manière. Il y a des postes régaliens comme la police, etc., qui ont besoin d'être renforcés. Mais à un moment donné, on n'a que ça dans ce pays, des fonctionnaires. Et quand on voit les services de l'État, dans quel état ils sont, excusez-moi, parler de primes pour les fonctionnaires, je l'ai été 36 ans. Donc, vous voyez, je ne connais pas après les primes. Moi, je faisais mon job et point final. On a la chance, quand on est fonctionnaire, d'avoir une assurance de boulot que tu n'as pas quand tu es dans le privé. Tu peux te faire virer du jour au lendemain. Quand tu es fonctionnaire, tu sais, moi, j'ai fait 36 ans. J'ai fait quelques conneries, mais voilà, je ne me suis pas fait virer. J'aurais été dans le privé, peut-être je me suis fait virer. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les primes stop. D'ailleurs, ça revient sans arrêt sur le plateau, ce genre de truc. C'est pas la première. Il y a quelques années, on en a parlé. Donc, ras la casquette, faites votre boulot, les fonctionnaires. Je l'ai été 36 ans, et point final. Est-ce que ça peut, c'est propice au copinage je vais vous dire, je suis très partagé parce que le professeur de management que je suis vous dirait, par définition,
pour motiver, il faut personnaliser donc potentiellement la prime au mérite. Mais l'inconvénient, c'est quoi ? C'est que derrière, vous créez ce qu'on appelle le clientélisme. Et le clientélisme dans la fonction publique, ça existe. Et tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui, à juste titre, se plaignait parce qu'il n'était pas payé par un hôpital, justement parce qu'il mettait à disposition du personnel. Mais pourquoi on fait appel à des agences d'intérim ? Tu as tout à fait raison. Parce que, justement, dans la fonction publique, on est peu payé. Alors, je suis d'accord. La sécurité de l'emploi, on l'accepte. Mais quand vous savez, et je peux vous en parler parce que je suis enseignant, quand vous savez que depuis 25 ans dans notre pays, le point d'indice n'a pas augmenté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État dit, tous les ans, monsieur Farid Temsamani, vous allez perdre de l'argent. Parce que c'est ce qui se passe chez les fonctionnaires. Donc qu'est-ce que l'on fait ? À tel point que vous avez aujourd'hui des métiers dans la fonction publique qui, tous les ans, touchent moins que le SMIC. À tel point que l'on fait quoi ? Qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle de créer des fausses primes pour que, officiellement, on puisse les rebasculer au-dessus du SMIC. C'est une honte. Et tant que nous n'avons pas réglé ce problème, je suis d'accord sur le fait que, potentiellement, il faudra peut-être revoir le nombre de fonctionnaires dans notre pays. Mais quand vous avez, dans notre pays, des gens qui sont AESH, qui sont même pas à temps plein, qui touchent à peine au-delà du RSA, c'est une honte pour notre pays. Alors, je suis d'accord avec toi. Aurélien voulait réagir. Aurélien, après je vous passe la parole, Philippe David. Aurélien. Oui, c'est tout à fait. J'écoute tout ce qui a été dit, mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans le privé ? En effet, aujourd'hui, il y a des NAO qui nous permettent de faire des négociations avec chacun des collaborateurs tous les ans, et ça marche très bien. Pourquoi on ne l'appliquerait pas dans le public ? Très sincèrement, il n'y a pas forcément plus de clientélisme dans le privé. Pourquoi il y a du clientélisme dans le public ? Parce que non, je suis navré, cher auditeur, c'est qu'il y a une différence. Ça n'est pas leur argent. Alors que vous, c'est le vôtre. Dans la fonction publique, c'est l'argent public. C'est le denier public. Et le clientélisme, moi je vous dis, je l'ai dénoncé, le clientélisme, dans un département, pour pas le stigmatiser, qui s'appelle la Seine-Saint-Denis, dans l'éducation nationale. Non mais vous avez des gens qui touchent des salaires, des traitements, de ministres, alors que d'autres sont AESH, sont même pas... Ils sont à peine au-delà du RSA. Et c'est ça le clientélisme. Attendez, Aurélien. Monsieur, excusez-moi plutôt. Là, faut vous parler d'une situation qui est existante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il s'agit de changer les choses. Donc à un moment donné, je suis d'accord. Si on reprend les mêmes bases, ça va pas marcher. Ça, c'est certain, je vous rejoins. En même temps, il faut que nos politiques aient le courage de dire, OK, désormais, on va appliquer de nouvelles méthodes de calcul. Et en même temps, je vous l'avais plus ou moins dit tout à l'heure, il y a peut-être beaucoup trop de hauts fonctionnaires qui touchent des salaires, à mon sens, trop importants. Alors peut-être ça serait bien peut-être de leur appliquer aussi le droit de partir en retraite. Parce que quand on voit des gens qui sont à plus de 70 ans et margent à plus de 10 000 euros par mois, peut-être que ça allégerait peut-être les finances et donner un peu plus à ceux qui reçoivent un peu moins d'argent. Mais ça, on vous allez dire que c'est démagogique. Allez, bougez pas, Aurélien. Philippe David. Alors moi, je crois qu'il y a une chose... Et Marcel, moi, je suis plutôt pour, mais comment est-ce qu'on va rémunérer un enseignant au mérite ? Parce que si vous mettez un enseignant de CP dans une école où il y a 50 nationalités et où les gosses ne parlent pas français à la maison, ou que vous le mettez à Paris 16e qu'avec des parents cadres sup, je peux vous dire que pour apprendre à lire, celui de Paris 16e, il sera peut-être pas meilleur que celui ou celle de la Seine-Saint-Denis, par exemple, alors qu'elle aura fait beaucoup plus de travail. Les policiers, on les rémunère comment ? S'ils mettent des radars bien vicieux pour flasher les gens, comment on fait ? Par contre, je connais une profession qui a des grosses primes dans la fonction publique. Vous savez laquelle c'est ? Non. Trésorier payeur général. Ah ben oui, parce qu'ils touchent sur tous les redressements fiscaux qu'ils font. Mais ça, c'est plus que ça. Les TPG, ce sont des arguments très discutables. Ce que vous avez, notre auditeur, et je trouve très pertinent. Derrière tout ça, il y a l'idée en permanence que le mérite recréerait de vraies hiérarchies et changerait la donne. Allez. Et c'est très dangereux votre attitude là-dessus. Intellectuellement parlant. 0826 300 300, Marcel est avec nous de Perpignan. Bonsoir Marcel. Bonsoir Marcel. Oui, bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. On vous écoute. Ben écoutez, moi je peux vous donner d'abord mon expérience en tant que syndicaliste et également en tant que fonctionnaire qui a d'abord été de groupe B, puis ensuite qui est passé dans la catégorie A. Et vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les deux ?
Oh oui, les B sont des agents d'application et les A sont les cadres de direction ou les cadres supérieurs. Je ne sais pas comment D'accord, très bien. on Allez-y. peut le... Censé voilà. être. Oui. Oui. Censé être. Donc voilà, je voulais vous dire que mes 2 expériences me font dire que malheureusement on remplacera le mérite par la cote d'amour. Oui. Et ça n'ira pas plus loin. Moi personnellement, je suis monté en grade. Pourquoi ? J'étais un des rares, j'étais dans la fonction territoriale, un des rares à avoir passé les concours, avoir eu un petit concours de secrétaire de mairie, et donc ça m'a propulsé un peu, dans un poste de chargé de réglementation, de documentation et d'analyse. Ça a plu à mon nouveau directeur général qui était maître de conférence et docteur en droit. Il m'a dit, vous vous êtes perfectionné toute votre vie, je sais que vous aviez à cœur de vous perfectionner. Je vais vous donner votre chance parce que votre travail, vous nous faites des notes au directeur et à moi qui sont satisfaisantes. Mais avec l'ancienne direction, je n'aurais pas eu cette promotion. Oui, c'est une histoire d'homme voilà. en fait. Et la cote d'amour, je peux vous dire qu'elle est très, qu'elle est très importante. On trouve par exemple dans dans un organisme autre que celui auquel j'étais, puisque j'ai donné mon vrai prénom, on trouve une personne charmante au demeurant, qui est directeur administratif et qui fait 13 fautes ou 14 par lettre. Vous voyez? Voilà, non, mais on en est là. On en est là dans les petits départements. On en est là et ça se trouve partout. Oui. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un directeur général à qui je rends hommage, à la fois compétent, qui reconnaissait la compétence chez ses agents, et donc ça, c'est assez exceptionnel, et qui vous donnait une chance. Et lui, il compose. Quand on lui impose des gens à un certain niveau, eh bien, il est obligé d'accepter. Mais comme il est quand même quelqu'un d'honnête et d'intègre, qu'est-ce qu'il fait derrière? Eh bien, il donne une certaine promotion à d'autres qui sont plus compétents. C'est un panachage entre les gens qu'il doit placer, qu'on lui impose de placer, et un panachage entre les gens qui sont compétents. Alors déjà, on arrive à quelque chose de conceptuel. Hein. C'est normal, maître de conférence, il comprenait ce qu'il faisait. Et voilà. Voilà comment, après 35 ans de cours du soir et 4 concours, dont un à Paris, on arrive en bout de course à être nommé catégorie A. Eh ben, Alors que les autres copains sont passés depuis 4 ou 5 ans. Vous faites de l'analyse de la réglementation juridique, donc un travail, si vous voulez, de fond. Et d'autres qui fixent les réparations locatives au départ des locataires dans l'office d'habitat, qui sont catégorie A 5 ans avant vous. Marcel, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup, Aurélien. Bravo pour cette carrière. Ouais, c'est une jolie carrière et puis c'est un joli exemple surtout qui prouve que tout est possible. Vous restez avec nous dans un instant. La petite phrase du jour, c'était Prisca Thévenot qui était ce matin, qui est député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, qui était l'invité de Sud Radio au micro de Jean-François Aquili à 8h15. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Donc, il se passe toujours quelque chose sur Sud Radio. Sachez que tous les matins, dans l'émission de Patrick Roger, le grand matin, à 8h15, Jean-François Aquili reçoit un politique tous les matins. Donc, je vous incite, bien entendu, à prendre et à noter ce rendez-vous sur vos agendas. Et ce matin, c'était Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, qui était l'invitée, justement, de Sud Radio. On écoute. Les vraies voix Sud Radio. Autoriser le vote des étrangers non européens aux élections locales, c'est une chose dont on entend parler depuis très longtemps, à vrai dire. C'est de la démagogie, du populisme. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis absolument contre. Contre. Pourquoi? Le droit de vote n'est pas un droit comme ça à prendre à la légère. C'est un droit qui est couplé, adossé au sujet de la citoyenneté. Et donc oui, pour pouvoir voter dans notre pays, eh bien, il faut être citoyen français. Voilà, Philippe Bilger. Moi, bizarrement, j'ai parfois des prurides de progressisme. et je me dis, je suis très sensible au comportement des gens. Je veux dire, même des extra-européens qui, pendant quelques années, se sont tenus
parfaitement en France. Je ne verrais aucune raison fondamentale qui pourrait leur interdire de participer aux élections municipales. Je sais que c'est contraire à ce que Prisca, la ministre, a dit, mais je crois que ce serait tout de même une bonne chose de favoriser l'insertion des gens qui, encore une fois, honorent la France par leur comportement. Et sur quel modèle ? Dites, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, au bout de 3 ans 5 ans, on pourrait en discuter. On pourrait en discuter. Mais quand quelqu'un s'est tenu pendant 5 ans sans l'ombre d'une transgression, on peut considérer qu'il honore le pays qui l'a accueilli. Excusez-moi, on est le seul pays au monde où quelqu'un qui a une OQTF sur sa personne peut se marier et toucher des aides sociales. Mais donc, ça, là, c'est le contraire. Il y a un peu de dissonance oui, dans ça. là, c'est quand même parce que sur quels critères ? Moi, je pose la question. Moi, je suis. Elle pose une question intéressante, Madame Thévenot. C'est la notion de citoyenneté. Qu'est-ce qu'être citoyen dans notre pays ? Moi, je suis favorable, par exemple, à ce que quelqu'un qui paye des impôts puisse donner un avis. Un peu à la Suisse, on parlait de la Suisse tout à l'heure, sur, par exemple, le budget de la commune, etc. Néanmoins, la citoyenneté française notamment, l'appartenance, on parlait tout à l'heure d'universalisme et d'appartenance, elle doit demeurer symboliquement, en tout cas en termes de vote, à celles et ceux qui sont les nationaux du pays. Et il n'y a pas de raison que cela change. Ailleurs, lorsque vous avez des Français qui sont expatriés, on ne leur demande pas de participer à l'élection d'un président de la République. C'est du clientélisme, en fait, d'aller d'ouvrir. Certains, alors, les partis qui le proposent, et d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure dans la polémique de la députée. Exactement. C'est l'Arlésienne de 1981 de François Mitterrand pour casser, disons-le très clairement, la droite. Bien sûr. Mais ça n'a jamais été fait. Et même lorsque la gauche était au pouvoir, elle ne l'a jamais fait. Elle ne l'a jamais appliqué. Parce que, pour moi, philosophiquement, ça pose un vrai problème d'appartenance. Je vous le dis très sincèrement, si vous êtes là et vous êtes inséré dans la société, vous n'avez jamais causé de problème ou quoi que ce soit, vous sollicitez la naturalisation. Il n'y a pas de raison. La France est un pays qui donne, contrairement au Japon par exemple, et c'est un pays à qui on accorde la naturalisation. En plus, on peut garder une autre, voire une troisième nationalité. Mais derrière, c'est une stratégie qui est malsaine de la part, encore toujours des mêmes, de toute manière, LFI, les écolos, etc. C'est du clientélisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'on voit à l'approche des élections municipales, maintenant c'est un peu tard, mais on voit bien que ce que recherche la France insoumise, et on l'a vu dans les déclarations outrageantes qu'on fait au Bono, les Diawara, je vais y arriver, Bilongo, etc. Toute la clique qui a dit, en gros, dans les villes de Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a plus de Noirs, plus d'Arabes, il faut que ce soit eux les maires. C'est scandaleux, c'est leur racisme.